Bonjour, je suis Thomas Zinski, bienvenue dans cette vidéo sur l'introduction au processus de raisonnement clinique en massothérapie. Nous sommes dans le chapitre sur la théorie et dans ce chapitre nous allons aborder les erreurs de raisonnement clinique qu'on peut retrouver décrites dans la littérature. La première des erreurs qui est décrite, c'est la difficulté à générer des hypothèses, à percevoir les indices et l'orientation de la récolte de la donnée. En effet, si nous ne savons pas nous représenter un problème de façon initiale et se dire quelle information j'ai besoin d'aller récolter, on va être dans des difficultés. On pourrait avoir des indices de cette chose-là dans un praticien qui aurait un entretien désorganisé et stéréotypé. Tout le temps la même chose, qui ne s'adapte pas au patient ou qui va dans tous les sens. Il n'y a pas de fil conducteur. Et puis, on ne saurait pas argumenter pourquoi je raisonne comme ça, pourquoi je fais les choses. Et surtout, je n'arriverai pas à transformer les informations que j'ai en informations, en mots de la profession que je sais organiser, dont je connais la sémantique, la signification. Où il y a un vrai travail de traduction de ce que nous rapporte le patient en quelque chose qui soit logique et clair pour un thérapeute. Les façons de remédier à ça, c'est de revoir le processus général, de recomprendre un petit peu les différentes étapes nécessaires au raisonnement clinique, ce qu'on doit faire, puis surtout de s'entraîner à expliciter son raisonnement, s'entendre parler à voix haute, s'entendre raisonner, de dire voilà, j'ai fait ça pour telle et telle chose, parce que je pensais ça, parce que ça me semblait logique pour telle et telle chose. Et en faisant ça, en s'entendant réfléchir, en général, nous arrivons à corriger ces erreurs, puis à se rendre compte, ah bah oui, mais en fait, je n'ai pas pris en considération telles informations, je ne suis pas allé chercher telles informations, peut-être à l'observation ou dans l'entretien, je vais poser telle et telle question. Et ça m'a très vite enfermé dans peu d'hypothèses explicatives, et du coup, je suis passé potentiellement à côté du problème. En effet, si je génère peu d'hypothèses explicatives, et bah, j'augmente le risque de passer à côté, puisque nous savons que un patient les troubles sont parfois, très souvent semblables entre différentes pathologies, voire différents signes et symptômes qui se retrouvent. Donc on a besoin de générer beaucoup d'hypothèses pour ne pas passer à côté d'un problème. Dans la même veine que le manque de génération d'hypothèses, on pourrait avoir un défaut de fermeture trop précoce en disant voilà, j'ai mis plusieurs hypothèses, mais voilà, il y en a une qui a retenu très fortement mon attention, et puis je n'ai fait plus qu'écouter ça. Un petit peu comme Jean-Luc Mélenchon qui lit l'humanité, il avait une hypothèse, plusieurs hypothèses sur le monde, il en a choisi une, et puis il reste un peu là-dessus. C'est une image qui est assez marquante et intéressante pour dire voilà, j'ai fermé très précocement mon recueil d'informations pour une hypothèse. Alors, comment on le voit On voit le fait qu'on n'a pas d'éléments pour exclure les autres hypothèses. On va juste dire voilà, j'ai des biais de confirmation, je dis voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, mais est-ce qu'à un moment je me suis dit est-ce que je suis sûr que ce ne soit pas autre chose? C'est important de pouvoir avoir des arguments pour dire bah, je pense que la douleur dans le bas du dos qui irradie dans le membre inférieur de la personne, je pense que c'est un problème d'hernie discale qui donne des douleurs qui diffusent, et je ne pense que ce n'est pas un problème de compression du nerf parce que je n'ai pas d'argument sur la faiblesse, sur la perte de sensibilité qui me ferait penser à une compression sur le nerf. Donc ça c'est important de toujours pouvoir le faire. Et puis on aurait tendance dans la confirmation à dire est-ce que j'ai testé quelque chose qui pourrait invalider l'hypothèse. C'est important, comme dans la recherche scientifique, de dire est-ce que j'ai testé le fait que mon hypothèse puisse être fausse. C'est important de faire ça. Comment est-ce qu'on peut remédier à ça S'entraîner à générer des diagnostics différentiels en disant la personne, je pensais qu'elle pouvait avoir ça, ça ou ça, et j'arrive à dire j'ai plutôt cette première hypothèse qu'une autre, pour telle et telle raison. Et on s'entraîne à dire voilà, je vais éliminer le problème de conflit discours-radiculaire par exemple pour telle et telle raison. J'ai éliminé le problème d'une maladie dégénérative pour telle et telle raison. Toujours savoir dire j'ai fait ce choix d'éliminer quelque chose pour telle et telle raison, c'est probablement ce qui nous entraîne le plus à ne pas se fermer les hypothèses trop vite et avoir des œillères. Un autre problème qu'on retrouve qui est un peu proche des deux premiers, c'est la difficulté de priorisation. Euh, on n'arrive pas à dire qui est le plus important face au problème du patient, qu'est-ce qui semble être le plus explicatif du problème que je vais pouvoir prendre en charge chez le patient. Ce qu'on retrouve comme indice, c'est l'absence de synthèse en disant voilà, j'ai réussi à voir telle et telle personne, je fais la synthèse de dire son trouble à la marche est
principalement dû lié à cette faiblesse ou à cette appréhension, puis je hiérarchise les choses. Et on peut aussi retrouver par un excès d'éléments secondaires en disant bah voilà, cette personne elle a un âge avancé, elle a tel et tel antécédent, mais plein d'informations qui en fin de compte n'apportent rien à l'explication la plus probable du trouble du patient. Donc ce qui va nous aider à ça, c'est de bien prendre le temps de réfléchir à nos priorités, de dire bah voilà, est-ce que je me concentre sur un aspect anecdotique du patient qui n'est pas content de son soin et qui râle parce qu'il n'a pas reçu l'attention qu'il voulait à une visite médicale, ou est-ce que je prends en considération principalement sa plainte qui était de dire bah, je veux remarcher et sortir au plus vite et pour ça j'ai besoin de marcher. Donc on peut présenter ça, et puis il faut savoir narrer l'histoire du patient, savoir dire voilà, le patient vient pour telle et telle raison, cela s'explique pour ça, il n'arrive pas à faire atteindre son objectif pour ça, puis peut-être un peu ça, et peut-être un dernier élément qui est mais moins important, comme ça on se force à prioriser et à dire voilà, je pense que les problèmes du patient s'expliquent ainsi, et je hiérarchise les choses. Des difficultés plus tardives dans le raisonnement qu'on peut retrouver, c'est la difficulté à élaborer un portrait global de la situation clinique. On a l'impression de marcher sur le patient. On dit, bah voilà, on va faire ça et ça, mais on n'arrive pas à dire, je choisis telles interventions parce qu'elles répondent à tel besoin du patient, et j'ai une vision assez fine de l'ensemble des éléments des troubles du patient. Mon patient qui a des difficultés à marcher, et bah, je vais lui proposer du renforcement parce qu'il a été opéré, il a été immobilisé, il a perdu de la force, et c'est principalement ça qui est important chez lui. Il a peu d'appréhension, il a peu d'autres problèmes, donc j'ai pu faire une hiérarchie et mettre des priorités, et j'ai suivi ce que voulait le patient. Ce qu'on peut aussi avoir comme indice de ce genre de problème de vision globale, c'est qu'on n'a pas de précision sur le statut du patient, sur comment on le perçoit, comment il perçoit son trouble. Donc ça, c'est un élément important où on oublie aussi parfois un peu le contexte dans lequel vit le patient, et on se dit bah voilà, je vais récupérer le fait de marcher, courir et sauter ou de monter les escaliers, alors que le patient n'a pas besoin de monter les escaliers, il est de plein pied, il n'a pas de marche. Alors du coup, est-ce que ça vaut le coup de mettre l'accent là-dessus et pas sur d'autres problèmes de compréhension de sa maladie, de compréhension des choses à risque. Donc ça, il faut repenser à ça. Les éléments de remédiation, c'est de bien comprendre la continuité du patient pour expliquer toute son histoire et comment les choses se sont enchaînées pour arriver à la situation actuelle. Et ce qui est assez intéressant à ce moment-là, c'est de faire des cartes mentales pour résumer le patient. On voit le patient et puis on voit les différentes dimensions et comment elles s'agencent entre elles. Ça aide beaucoup à faire une représentation globale et compréhensible du patient. Le dernier type d'erreur est dit l'erreur de type 5 sur la difficulté à élaborer un plan d'intervention. Donc encore une fois, un piège plutôt tardif en disant bah, j'ai bien compris le patient, j'arrive à me le représenter, mais je ne sais pas comment je vais faire. On peut retrouver une espèce d'incohérence entre le diagnostic et l'intervention proposée. En disant, bah, je vois que le patient a de la faiblesse parce qu'il a de la douleur et de l'appréhension, et puis en fin de compte, mon intervention va être un massage et puis de l'électrothérapie. Alors qu'en fin de compte, la faiblesse vient d'un problème du fait qu'il est mal, et que peut-être si on l'aidait à refaire et qu'on avait un traitement qui diminuait la douleur, bah, on aurait peut-être de nouveau un gain de force. Donc ça, c'est des indices qu'on peut retrouver de l'incohérence entre le diagnostic et l'intervention. Et puis l'autre indice, c'est le fait qu'on ait des éléments de suivi inappropriés. Le patient vient parce qu'il a des difficultés à lever le bras parce qu'il a de la douleur, puis en fin de compte, on va mesurer sa coordination, son appréhension ou je ne sais trop quoi. On n'aurait pas les bons indicateurs pour suivre l'évolution des troubles majeurs du patient, des choses qui expliquent. Donc ce qui peut nous aider à remédier à ça, c'est savoir se positionner contre les actions entreprendre en disant voilà, je vais faire ça pour jouer sur tel facteur qui explique tel trouble du patient. Je vais jouer sur soutenir l'épaule, faire un peu d'actif aidé parce que j'ai vu qu'à l'examen, quand je faisais de l'actif aidé, que j'aidais un peu la position de l'omoplate ou de la tête humérale, bah, le patient levait plus le bras, ça diminuait ses douleurs, et dans ces cas-là, les troubles de faiblesse disparaissaient. L'enchaînement logique de justification de l'intervention est un bon entraînement pour vérifier notre capacité à élaborer un plan d'intervention cohérent. Et puis aussi savoir dire bah, je prends telle option, mais j'aurais pu envisager telle autre option, et pouvoir dire comment je compare mes différentes options de traitement proposables au patient, et comment j'ai su en discuter avec lui
et les adapter à ces problèmes. Alors, pour faire une synthèse des différents éléments de ce cours d'introduction au processus de raisonnement clinique, je vous propose de retenir que le raisonnement clinique est un processus cognitif qui se développe grâce à l'expérience et les connaissances. Donc il faut s'entraîner, il faut discuter de son raisonnement, parler de ses erreurs, faire des erreurs, parce que nous apprenons que par l'erreur, quelque chose qui se ferait spontanément toujours de façon efficace ne permet pas d'apprendre, on ne fait que renforcer les choses, mais on n'apprend pas. C'est l'erreur et la gestion de l'erreur qui permet d'apprendre, et là on a besoin d'apprendre, on a besoin d'expérience. On a besoin d'expérience à manipuler des connaissances, donc on a besoin d'apprendre et apprendre à manipuler nos connaissances. Retenons aussi que le DMK est une retranscription intelligible d'une situation de soin et de ses causes, donc on a besoin, quand nous faisons un DMK, de dire pourquoi les choses sont ainsi et de pouvoir l'expliquer le plus clairement possible et logiquement possible. Retenons l'importance de l'entraînement au raisonnement, afin de faciliter nos apprentissages et notre efficacité en soins, et cela peut passer par l'utilisation d'une carte mentale, d'explication de sa démarche, de script, de mise en jeu. Donc on va avoir à travailler, à raisonner, à faire du métacognitif. C'est coûteux, c'est un peu long et parfois rébarbatif, mais c'est ce qui permet d'entendre sa pensée et de savoir comment la diriger. Je vous remercie pour votre attention. Ceci était la dernière vidéo sur l'enseignement d'introduction au processus de raisonnement clinique. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un courriel à thomas.osinski@fom.fr.